J'empruntais l'ordinateur portable de ma compagne pendant que le mien se mettait à jour. Je parcourais distraitement mes mails lorsque surgit une notification inattendue. Tu me manques. J'ai hâte de te revoir. Un frisson glacé parcourut mon échine et mon visage pâlit aussitôt. Ce message provenait du docteur Gary Coleman, un nom que je connaissais bien. L'homme dont j'avais serré la main lors d'un événement à l'hôpital, aux côtés de ma femme qui nous présenta. J'essayais de me convaincre qu'il s'agissait d'une méprise, d'une plaisanterie absurde. Mais avant même d'avoir le temps de réfléchir, mes doigts s'emballèrent sur le clavier pour reprendre l'historique complet de la discussion. Ce que je découvris ensuite me frappa comme un train lancé à pleine vitesse. Des mois de messages, des private jokes dont j'avais été exclu, des conversations intimes et des échanges de taquineries qui dépassaient le simple volet d'amusement. Chaque message, chaque souvenir partagé avec tendresse, chaque photo, d'abord innocente, puis clairement provocante, témoignait d'une vie secrète bâtie à deux. Mon cœur battait la chamade tandis que je faisais défiler cette preuve irréfutable de mon pire cauchemar. Ce n'était pas une erreur anodine, c'était prémédité. Je me forçais à lire chaque mot, à absorber toute la gravité de cette trahison. Une note distraite vint momentanément interrompre la tempête dans mon esprit. J'aurais adoré rester la nuit, mais tu sais comment c'est. Tu étais tellement magnifique aujourd'hui que j'en perdais mes moyens. La prochaine fois, un week-end juste nous deux quelque part de charmant. La nausée m'envahit. Ma gorge se serra en réalisant que cela durait depuis près d'un an, même pendant que je me débattais avec elle, la tenant dans mes bras pendant qu'elle sanglotait, se déclarant brisée et affirmant que j'étais le seul pilier sur lequel elle pouvait compter. Je serrais les poings, des émotions de trahison, de colère et d'humiliation se bousculant en moi, et refermais lentement l'ordinateur. Le docteur Gary Coleman, cet homme si affable et amical rencontré lors de ces événements hospitaliers, était désormais l'incarnation même de ma confiance brisée. Ce soir-là, lorsque ma femme rentra finalement, je restai silencieux dans notre salon, écrasé par le poids de ce que j'avais lu. Elle laissa tomber son sac sur le comptoir et esquissa un sourire épuisé. « Oh, tu es rentré si tôt !» Je ne lui renvoyai aucun sourire. « Il faut qu'on parle. » Ces mots résonnèrent dans l'air, et ma voix, chargée d'une intensité inédite, fit hésiter sa main posée sur la sangle de son sac. Après un souffle lent et tremblant, je lui lançai d'une voix rauque. « Pourquoi ?» Elle cligna des yeux, perdue. « Pourquoi ? Quoi ?» Ma mâchoire se crispa. « Pourquoi lui ? Pourquoi cela ? Pourquoi as-tu fait ça ?» La question me vint en avalant difficilement. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Un éclair de culpabilité ou de regret traversa son regard, mais elle se rebella aussitôt en m'attaquant verbalement. « Je ne sais même pas par où commencer avec toi, » m'étrouffa-t-elle. « Tu fais toujours semblant d'être surpris, comme si de rien n'était et que rien ne se détériorait. » Je restai là, l'âme en lambeaux. Un rire amer s'échappa d'elle. « Tu t'étais déjà détaché, Charles, depuis des mois, voire des années. Tu t'enfermais dans ton travail et ne me parlais que pour parler d'horaires ou de rendez-vous médicaux. Et surtout, tu n'avais jamais la moindre once d'émotion. Tu te rends compte de combien j'ai souffert ? » La colère monta en moi, mais je dus lutter pour rester maître de moi-même. Seul, nous étions censés affronter l'enfer ensemble, et toi, tu pars t'amuser avec lui. Elle croisa les bras avec une attitude de défi. Au moins, lui était là pour moi. Ces mots me brûlèrent. « Tu es sérieuse ?» dis-je, incrédule. « J'étais là à chaque résultat négatif. Je t'avais promis qu'ensemble, nous surmonterions tout, et pendant ce temps, tu te glisses dans ses bras. » Son visage se ferma. « Parce que tu n'étais pas assez, Charles. » Ce mot me frappa comme une gifle glaciale. Je voulus parler, mais mes lèvres se scellèrent et mes doigts se crispèrent. J'avais imaginé 1000 scénarios pour cette confrontation, peut-être des larmes, des supplications désespérées ou des aveux de mon erreur. Mais voilà qu'on me reprochait une infidélité qui durait 1 an. Je secouai la tête lentement. « Donc, c'est de ma faute ?» Le silence s'étira entre nous comme un gouffre sans fin. Finalement, d'une voix brisée, je dis « J'ai besoin d'air. » Rassemblant mes clés, je partis. Cela remonte à 1 semaine déjà, et depuis, je loge chez mon ami Marc, cherchant à comprendre comment tout a pu basculer. Notre cercle d'amis se divise. Certains soutiennent qu'il s'agit d'une mauvaise passe dans notre mariage et que je dois essayer de réparer les choses, tandis que d'autres pensent qu'il serait idiot de rester.
Mes parents préconisent du counseling, mais la famille de ma compagne reste silencieuse. Je rejoue chaque instant dans ma tête. Aurais-je ignoré des signaux d'alarme? Aurais-je été si émotionnellement absent qu'elle cherche du réconfort ailleurs? Ou est-ce elle qui déforme tout pour me faire porter la responsabilité de ses choix? Je suis perdu, doutant de ce qui est réel. Hier, elle m'appela et demanda à se voir. J'étais sur le point de laisser filer l'appel, me protégeant d'un nouveau raz-de-marée de son étrange logique, mais la curiosité me poussa à répondre. Nous étions encore légalement mariés, aucun papier de divorce n'avait encore été dressé. Peut-être voulait-elle discuter d'une séparation. J'acceptai de la rencontrer dans un petit café calme, près de l'hôpital. Arrivé sur place, je la découvris déjà, assise avec une apparente sérénité dans un coin discret. Je pris place face à elle et lui lançai d'un ton direct « Explique-moi, de quoi s'agit-il » Après un long souffle et les mains posées sur la table, elle dit doucement « Gary a besoin d'un rein ». Je clignai des yeux, incrédule. « Quoi ?» D'un air imperturbable, elle poursuivit « Il souffre d'une maladie rénale. La situation est grave. Sa famille en est pas compatible et la liste d'attente est interminable. » Je la fixai, tentant de relier les points. « D'accord, mais où est-ce que j'interviens dans tout ça ?» Elle soupira avec exaspération, sa voix emplissant le silence entre nous. « Tu dois passer un test, Charles. » Je ris presque de l'absurdité. « Tu es sérieuse ?»« Bien sûr que oui, » insista-t-elle, se penchant pour chuchoter avec insistance. « Charles, il a besoin de ce rein, et tu es peut-être le seul compatible pour sauver sa vie. » Je secouai la tête, l'esprit embrouillé. « Tu réalises à quel point c'est fou? Après une année d'infidélité, tu t'attends à ce que je devienne donneur pour l'homme avec qui tu as couché ?» Son regard se durcit. « Après tout ce qui s'est passé, c'est le minimum que tu puisses faire. » Je pris une profonde inspiration. « Excuse-moi ?» Elle se renversa légèrement, les bras croisés, et répliqua. « Tu n'as jamais été l'époux parfait, Charles. Tu en es en partie responsable. » Je lâchai un rire amer, incapable de contenir mon indignation. « Ah oui, toi qui n'étais jamais vraiment là pour moi. Tu étais obsédé par notre stérilité, au point d'oublier ma présence. » Mon pouls s'accéléra. « Alors, parce que nous avions des difficultés à avoir un enfant, j'aurais mérité de te trahir, et maintenant, on m'en demande un rein pour sauver Gary ?» Elle soupira, comme lassée de mes répliques. « Il est médecin, Charles. Il sauve des vies, et tu as 2 reins en bonne santé. Tu n'as donc rien à perdre. » Je restais figé sous le choc. Voilà la femme qui m'avait trompé pendant 1 an et qui exigeait que je subisse une opération pour sauver le vieil amant, tout en affirmant que j'avais une dette morale envers elle. J'étais complètement abasourdi. Puis quelque chose en moi se brisa. Je me penchai vers elle, assez près pour qu'elle seule entende, et d'une voix basse mais cinglante, je lui dis « Puisque tu l'aimes autant, pourquoi ne pas lui offrir toi-même un rein ?» Elle recula, comme si ma suggestion était insensée. « Et ton père ?» continuai-je le ton acéré. « Lui non plus n'est pas en grande forme. Ou ta mère? Et ton frère? Il est jeune, il ira mieux vite. » Sa bouche s'ouvrit, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, je coupai la parole, d'un ton glacé. « Non, c'est ta faute. Répare ton bazar et ne m'entraîne pas, ni ne compte sur moi. » Je repoussai ma chaise, me levant fermement, déclarant que je ne donnerais rien de moi pour entretenir la vie de cet homme. Je partis en furie. Dès que je fus dehors, je téléphonai à ma sœur. À la première sonnerie, elle décrocha. « Salut, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui répétai ce qui venait d'arriver. Cette demande absurde de donner un rein à l'amant de ma femme. Ma voix vibrait encore de colère. Un long silence suivit, puis elle explosa. « Tu es sérieux ?» Hésitante, elle prit une grande inspiration avant de crier « Je saute dans la voiture de ce pas !»« Non, je te dis, tu ne viens pas, je n'y vais pas », répliquai-je fermement. Après un échange virulent sur la morale et la loyauté qui se termina avec ses menaces d'exposer ma femme de la manière la plus cruelle, je me massai le visage, épuisé. « J'ai mes limites, dis-je. Je ne veux pas finir avec un casier judiciaire pour le reste de mes jours. » À contre-cœur, ma sœur accepta de filtrer les futurs messages de sa part. Mais les textos continuèrent à affluer. « Quand passes-tu ton test de compatibilité ?» me réclama-t-on sans fin. Finalement, je décidai de prendre rendez-vous à l'hôpital pour mardi à 15h. « Ne sois pas égoïste, Charles, vas-y. » Elle n'argumentait pas. Elle ordonnait. À chaque pensée de rébellion, mon thérapeute me rappelait de tout documenter. Alors je sauvegardai chaque texto,
chaque mail et chaque message vocal, et je commençais même un journal, consignant chaque interaction, chaque remarque ahurissante. Pour la première fois depuis des lustres, je voyais enfin mon mariage tel qu'il était réellement. La douleur était immense, mais une étrange clarté m'apportait une forme de délivrance. Quant à ce rendez-vous à l'hôpital, une partie de moi voulait envoyer balader tout le monde, tandis qu'une autre, plus sensée, préconisait le silence. Au bout de longues discussions avec mon thérapeute, mes amis et ma famille, je décidai de prendre des mesures décisives. Je rencontrai un avocat spécialisé en divorce et lui fis consigner par écrit non seulement l'affaire d'infidélité et les messages, mais aussi cette demande de rein totalement aberrante. Mon avocat, incrédule face à toute cette situation, m'assura que c'était la bonne décision. 2 jours plus tard, je m'avançais nerveusement sur mon canapé, l'œil rivé sur mon téléphone qui s'animait de textos incessants, mails et messages vocaux rappelant sans cesse le manque de scrupules de ma compagne. « Comment peux-tu laisser un homme mourir pour ton ego blessé ?» lisais-je dans l'un d'eux. Je massais mes tempes, essayant de détendre mes mains crispées. Les conseils de mon thérapeute me revenaient en mémoire. Documente, mais n'engage pas la conversation. Pourtant, l'idée que quelqu'un puisse périr à cause de cette demande absurde faisait bouillonner mon sang. Une nouvelle notification arriva, cette fois d'un numéro inconnu qui s'avéra être Gary lui-même. Son nom s'afficha sur l'écran et, la main hésitante, j'étais sur le point de le bloquer quand quelque chose me poussa à répondre. Je tapais. « Que veux-tu » Presque aussitôt, 3 petits points apparurent alors qu'il répondait. « Je veux juste qu'on parle. Homme à homme. » Un rire amer m'échappa. « Homme à homme ? Tu as eu une année entière pour agir en homme au lieu de coucher avec la femme d'un autre. » Contre toute logique, je le téléphone. Il décrocha dès la première sonnerie. « Charles, écoute » commença-t-il. Je lui coupai vivement. « Écoute-moi bien, je ne te dois rien. » Un silence suivit, puis avec une voix brisée, il murmura. « Je sais que tu es en colère. En colère parce que j'ai couché avec ta femme pendant toute une année, en te mentant chaque jour. Et maintenant tu veux que je prenne un rein en guise de prime de consolateur ?» Je l'interrompis sèchement. « Alors tu aurais dû faire de meilleurs choix. Par exemple, ne pas coucher avec la femme d'un autre. » Après un instant de silence, de façon presque désespérée, il dit d'un ton bas. « Je l'aime. » Je fermai les yeux et expirai lentement. Puis je répliquai, la voix d'acier. « Alors, c'est à elle de te donner un rein. » Je raccroche. Je restai immobile, tenant fermement mon téléphone, le cœur battant au rythme de messages qui continuèrent d'affluer. Le jour suivant, les parents de ma compagne m'appelèrent. La voix de sa mère, pleine de dédain, m'accusa. « Tu es puéril !» Comme si je rencontrais un enfant en train de se chamailler au lieu de prendre une décision qui changeait une vie. Je pinçai l'arête de mon nez et répondis. « Pour être clair, ta fille m'a trompé pendant 1 an, et maintenant on me traite de méchant parce que je refuse de donner mon rein à l'homme avec qui elle a couché. Si cet homme est si important, va donc à l'hôpital et donne un rein toi-même. Prouve ton amour au lieu de me condamner. » Un long soupir suivit. « Tout le monde fait des erreurs, Charles. » J'en ris presque. « Oui, et moi j'en fais encore en restant au téléphone. » Je raccroche. Rapidement, des appels affluèrent. Amis, collègues et même connaissances. Certains me suppliant de ne pas laisser mourir quelqu'un à cause de cette demande absurde, arguant que je devrais être la grande personne. Je restai bouche bée. « Tu viens de dire ça ?» m'entendit un ami lors d'une soirée, visiblement mal à l'aise. La conversation dériva bientôt sur la question de savoir s'il était acceptable de donner une partie de soi en guise de sacrifice moral. J'exprimais sans détour mon ressenti. Finalement, j'allais passer le fameux test de compatibilité à l'hôpital, ce rendez-vous qu'elle avait imposé, mais je n'y allais pas par obligation. Ce matin-là, je pris soin de soigner mon apparence, décidé à être impeccable pour ce qui s'annonçait être un tournant dans ma vie. À mon arrivée à l'hôpital, je fus accueilli par une assemblée. Ma femme, ses parents, sa sœur et même des membres de la famille du docteur Gary Coleman, tous réunis dans l'attente des résultats du test. Ma femme accourut vers moi, soulagée, me chuchotant. « Je savais que tu ferais ce qu'il faut », tandis qu'elle me serrait le bras. Sans un mot de plus, je lui remis une enveloppe. Sous le regard de tous, elle l'ouvrit avec frénésie. La confusion, le choc et la colère explosèrent en elle, qui s'écria « Qu'est-ce que c'est que ça ?» D'un calme déconcertant, je répondis « Le message est clair. Je refuse de donner mon rein à l'homme avec qui tu m'as trompé,
Et je refuse de rester marié avec quelqu'un qui oserait me demander cela. Des larmes coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle m'accusait d'être responsable de la mort de quelqu'un. C'est alors que la mère du docteur Coleman intervint, demandant ce qui se passait. Au milieu du tumulte, ma femme déclara que je me retirais, et elle tenta de me culpabiliser en évoquant que son fils sauve des vies chaque jour. Fixant son regard, je répliquai avec froideur. « Ton fils ne s'est pas soucié de sauver ma vie pendant qu'il s'amusait à coucher avec moi. D'ailleurs, qui pourrait être un meilleur donneur qu'une mère? Elle devrait passer un test, cracha-t-elle. Sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. » Je partis, les yeux humides, mais le regard déterminé. Dans le parking, ma femme me suivait, les larmes se mêlant aux cris. « Charles, ne t'en vas pas !» Je continuais d'avance. « Tu es un monstre sans cœur, hurla-t-elle. Il ne s'agit pas de nous seulement, c'est une question de vie, implora-t-elle. Je m'arrêtai un bref instant, regardant dans ses yeux enflammés et pleins de larmes, et je sus, presque incrédule, que, la vie d'un homme, tu as choisi ta voie, j'ai choisi la mienne. Entre sanglots étouffés, elle murmura, « Tu es mieux que ça, tu n'es pas… » Je remontai en hâte dans ma voiture, refermai la portière et m'éloignai, au son de ses poings, martelant la vitre à chaque mètre parcouru. Depuis ce face-à-face explosif 3 jours auparavant, mon téléphone n'a cessé de vibrer. Appels, SMS, messages vocaux, autant de relances venant d'elle, de sa famille ou d'amis communs. Certains affirment que j'ai agi correctement, d'autres me traitent de monstre. J'ai fini par bloquer la plupart des contacts et même changer mes serrures. Pour la première fois depuis des semaines, je respire enfin. Je séjourne maintenant quelques jours chez ma sœur, un refuge au milieu de ce chaos. Puis, des messages issus d'endroits inattendus commencèrent à arriver. Un collègue de l'hôpital m'envoya un texto. « Salut Charles, désolé pour tout. Je travaille sur le même service que ta femme, et nous avions tous remarqué quelque chose d'étrange entre elle et le docteur Coleman. Tu mérites mieux. » Un autre, une infirmière que je connaissais à peine, écrivit « J'aurais dû intervenir bien plus tôt. Tu as l'air d'être quelqu'un de bien. » Message après message afflua, de personnes que j'avais rencontrées brièvement, d'amis de notre cercle, confirmant que quelque chose clochait vraiment dans la manière dont je me faisais culpabiliser et expliquer la situation. Durant si longtemps, on m'avait fait croire que j'étais le problème. Mais maintenant, la vérité se dégageait du tumulte des mensonges. J'exhalai un long soupir et sentis un poids se lever du cœur. La thérapie m'a ouvert les yeux. Je pensais en connaître la manipulation, le gaslighting et l'abus émotionnel, mais j'avais été aveuglé par des sourires contraints et des trahisons chuchotées. Rétrospectivement, je comprends maintenant comment j'ai appris à douter de mes instincts, à me sentir coupable même en n'étant pas fautif. Je ne pleure pas la fin de notre mariage, je déplore le temps perdu. La procédure de divorce prendra son temps, mais mon avocat m'assure que ma position est solide. À ce stade, les querelles futiles sur l'argent et les biens m'insufflent la certitude d'en finir. Quant au docteur Coleman, j'ai appris qu'il cherche toujours un donneur. Sa responsabilité lui incombe désormais. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour tumultueux à l'hôpital. Le divorce est désormais définitif. La séparation s'est opérée plus rapidement que prévu, sans doute parce que mon ex avait compris à quel point l'affaire du rein paraissait démesurée devant un tribunal. Nous avons partagé les biens équitablement. J'ai gardé la maison en rachetant sa part, tandis qu'elle reprenait ce qu'elle pouvait du mobilier, laissant l'endroit vide et triste. Même mon ami Greg lança en plaisantant. « Mec, cette maison a l'air de désespérer. Il te faut du mobilier digne d'un célibataire heureux désormais. » Ce mot me fit sourire, car je n'aspirais plus qu'à un nouveau départ, sans les vestiges douloureux d'un mariage raté. L'affaire se répandit rapidement. À l'hôpital, sa réputation s'effondra lorsque tout le monde apprit qu'exiger de son mari un don d'organes pour son amant dépassait toutes les limites. Même certaines infirmières, autrefois de son côté, se vinrent présenter des excuses. Étonnamment, son frère cadet me contacta. Nous nous retrouvâmes autour d'un café dans un petit bistrot tranquille. D'un air nerveux, il me confia « Je voulais juste te dire que je trouve ce qu'elle a fait vraiment inacceptable. » J'appréciais son honnêteté. Entendre que certains membres de sa famille ne me voyaient pas comme le méchant comptait énormément. De son côté, mon ex essaya de se faire pardonner de 1000 manières différentes. D'abord avec des messages furibonds, m'accusant d'avoir ruiné sa vie, ensuite par des excuses pleines de larmes pour sa faute, et finalement par une lettre manuscrite
dans laquelle elle affirmait que la thérapie lui avait révélé son narcissisme et qu'elle désirait réparer ses erreurs. Je ne répondis à aucun de ces messages. Mon thérapeute m'expliqua qu'elle enchaînait des stratégies pour reprendre le contrôle, et mon silence en alimentait l'avidité. Une part de moi prit même plaisir à ne pas répondre. Aujourd'hui, je me sens bien mieux que je ne l'avais jamais imaginé. La thérapie a dissipé le brouillard et m'a permis de retrouver des parties de moi que je croyais perdues à jamais. J'ai renoué avec de vieux amis délaissés pendant le mariage. Mark et Jason m'ont accueilli chaleureusement la semaine dernière. « Tu nous as littéralement disparu », me lança Mark en hochant la tête, tandis que Jason ajoutait « À chaque invitation, tu répondais toujours « Désolé, je ne peux pas ». Nous rîmes en nous remémorant le passé, comblant peu à peu le vide par de vraies discussions et quelques verres partagés. Je me suis même remis à pratiquer d'anciens loisirs, comme le basketball. Mon premier match fut difficile. Je ne pouvais chasser la rouille. Mais dès la deuxième semaine, les choses commencèrent à se remettre en place. J'ai repris ma guitare et suivi des cours dans un petit atelier du centre-ville, sous la houlette d'un moniteur prénommé Ethan qui me lança « Tes doigts vont t'en vouloir ». Et effectivement, à la fin de la séance, mes doigts brûlaient, mais je souris en pensant au plaisir simple du moment. Puis il y a Cooper, ce berger allemand espiègle que j'ai adopté dans un refuge local, un compagnon inattendu, dont les grandes oreilles et la queue frétillante ont su immédiatement conquérir mon cœur. Quant aux rencontres amoureuses, elles restent lointaines pour l'instant. Plusieurs propositions m'ont été faites, y compris celle d'une infirmière de l'hôpital de mon ex, mais j'ai décliné, conscient de ne pas vouloir risquer ma paix retrouvée. Un soir, alors que Mark et Jason se moquaient gentiment de l'absurdité de tout cela autour d'un verre, je réalisais « je mérite mieux » et je ne suis pas prêt à sacrifier mon bien-être retrouvé. Mon thérapeute insiste sur l'importance de se faire confiance pour reconstruire une relation authentique. Une révélation surprenante fut de découvrir combien d'hommes avaient vécu des trahisons semblables, victimes de manipulations et d'abus émotionnels. J'ai rejoint un groupe de soutien qui, d'abord, m'offrait une oreille attentive. Les histoires qui y étaient partagées étaient à la fois brutes et authentiques, d'hommes gaslightés au point de ne plus se reconnaître eux-mêmes. Un soir, après une session particulièrement éprouvante, un homme plus âgé, nommé Greg, m'a murmuré « As-tu déjà envisagé de raconter ton histoire ?» Je restai pensif, ne sachant comment exprimer ce que je ressentais. Greg éclata de rire et ajouta « Fais-moi confiance. Tu as beaucoup plus à dire que tu ne l'imagines. Parfois, entendre le récit de quelqu'un qui est passé par là guérit mieux que n'importe quelle thérapie. » Je méditais sur ces paroles et compris que, malgré la douleur, mon témoignage pourrait aider d'autres personnes à sortir d'un cercle toxique. C'est ainsi que je commençais à prendre la parole lors de réunions, partageant le moment décisif où j'ai enfin su m'imposer. Et à chaque intervention, le message revenait « Nous méritons mieux ». Il reste des jours difficiles où je m'interroge sur ce que j'aurais pu faire différemment, si j'avais vu les signaux avant qu'il ne soit trop tard. Mais ces moments se font rares. Aujourd'hui, je sais qu'aucun individu ne devrait rester avec quelqu'un qui te trahit, qui te fait porter la faute de ses choix et qui exige de toi de sacrifier une part de toi pour réparer ses erreurs. L'avenir demeure incertain, mais pour la première fois depuis si longtemps, je suis enthousiaste à l'idée de ce qui m'attend. Voilà 2 ans se sont écoulés depuis ce fameux incident du rein, et ma vie a pris un tournant radical. Je suis dans un meilleur état d'esprit, tant sur le plan mental qu'émotionnel et financier. Le divorce est derrière moi, et je n'ai plus eu de contact direct avec mon ex depuis plus de 18 mois. Certains amis évoquent encore son nom, mais nos vies ont pris des chemins opposés. L'année dernière, j'ai vendu la maison, incapable de me cramponner aux souvenirs douloureux. Ma conseillère immobilière, Jenna, plaisanta en la qualifiant de « maison du Rhin », et en dépit de mon regard amusé, je savais qu'il était temps de tourner la page. J'ai emménagé dans un petit appartement en centre-ville, avec un jardin pour mon nouveau compagnon Cooper, et même ma carrière a amorcé un changement. J'ai quitté mon job de longue date lorsqu'un start-up m'a offert une position promettant plus de créativité, de flexibilité et, cerise sur le gâteau, une meilleure rémunération. 2 ans après cet incident chaotique, ma vie non seulement a retrouvé le cours normal, elle s'est nettement améliorée. Parfois, il est amusant de constater qu'en mettant fin à une relation toxique, on se donne l'opportunité de transformer positivement d'autres aspects de sa vie.
J'ai attendu une année entière avant de replonger dans l'univers de la rencontre. Et c'est ainsi que j'ai croisé Linda lors d'une exposition d'art. Graphiste talentueuse et indépendante, elle rayonne d'une maturité émotionnelle qui contraste avec mon passé. Au début, elle trouva incroyable l'histoire de mon « affaire du rein ». « Tu as failli donner ton rein pour ton ex ?» s'étonna-t-elle. « Oui, et au moins, je ne l'ai pas fait », répondis-je avec un sourire en coin. Linda fait preuve d'une patience infinie face à mes rares doutes. Et ce qui distingue notre relation, c'est la communication sincère. Aucun jeu, aucune culpabilisation, juste deux adultes qui avancent ensemble. Je continue de participer aux réunions du groupe de soutien pour hommes. Ce qui commença comme une écoute passive s'est transformé en un engagement actif. J'y anime désormais des discussions, guidant ceux qui peinent à se relever de leurs blessures. Un jour, par hasard, la sœur de mon ex m'aborda dans une épicerie et m'invita à prendre un café. Autour de tasses fumantes dans un café chaleureux, elle s'excusa pour le traitement dont j'avais fait l'objet, admettant que sa famille avait été dupée par des comportements manipulateurs. Ces paroles m'apportèrent un réconfort immense, prouvant que je n'étais pas le méchant imaginé par tous. Je partage mon parcours aujourd'hui sur notre chaîne, dans l'espoir que vous, nos auditeurs, y trouviez vous aussi la force de croire en vous et de dire « Je mérite mieux ». Si mon histoire vous parle, abonnez-vous, laissez un commentaire et likez cette vidéo. Votre soutien aide notre communauté à grandir et à continuer ces échanges sincères. Je repense parfois à nos difficultés pour avoir un enfant, me demandant ce qu'aurait été notre vie si nous avions eu des enfants. Mais ensuite, je réalise qu'un divorce avec enfant n'aurait amené que davantage de chaos. Linda et moi évoquons le sujet avec légèreté. Elle est ouverte à l'idée et je commence à comprendre qu'il ne faut pas se précipiter. J'ai eu des moments de doute concernant mes choix et ma capacité à faire confiance. Mais en reconstruisant mon estime de moi, j'ai appris que faire confiance n'est pas naïf, c'est indispensable à l'épanouissement. En regardant en arrière, je constate que cette séparation, aussi dramatique et douloureuse fut-elle, m'a enfin libéré de cette vie passée à marcher sur des œufs et à remettre sans cesse en question ma propre valeur. Je ne regrette pas d'avoir pris position ce jour-là à l'hôpital, car ce moment décisif a ouvert la voie au changement positif. Certains jours, l'ombre du passé persiste, et je m'interroge encore sur ce qui aurait pu être différent. Mais aujourd'hui, je sais que je me vaux, que je ne dois plus tolérer la trahison ni la culpabilisation. 2 ans après ce jour chaotique, ma vie est emplie d'un regain de confiance et d'un enthousiasme sincère pour l'avenir. J'ai renoué avec de vieux amis, redécouvert des passions comme le basket et la guitare, et j'ai adopté un chien qui me rappelle chaque jour qu'un peu de joie se cache dans les petites choses. Ma carrière prospère d'une façon inattendue, et je recommence à fréquenter le monde des rencontres, désormais avec quelqu'un qui valorise la communication honnête et claire. Je me surprends encore parfois à repenser au passé, mais ces souvenirs ne me définissent plus. Je construis désormais un avenir où je suis maître de ma propre joie. J'espère qu'en partageant cette histoire, vous trouverez, vous aussi, le courage de relever vos défis, quelle que soit leur ampleur. N'oubliez pas que vous méritez d'être aimé, respecté et valorisé. Laissez un commentaire ci-dessous, et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et likez cette vidéo. Votre soutien est précieux pour nous aider à poursuivre ces échanges sincères. Merci de m'avoir écouté. Restez fort, continuez de vous battre, et souvenez-vous toujours, vous méritez mieux.